Nous sommes jeudi 1er mai, fête du travail. L'UNTM, la CSTM et la CMT, les trois centrales syndicales du Mali, ont célébré cette journée sous le signe de la paix. Elles invitent le gouvernement à plus d'engagement pour une amélioration des conditions de vie des travailleurs du Mali, gage de tout développement. Le Mali et le Sénégal ensemble pourraient revaloriser davantage le consommé local. La 6e édition de la semaine sénégalo-malienne fait la promotion de la filière habillement. Plus de 10 nationalités sont présentes à cette édition qui a donné son coup d'envoi hier mercredi sous la présidence du chef du gouvernement. Le 16 mai prochain, Bamako va abriter la plateforme au Sahel dont le Mali assure la présidence. En prélude à l'événement, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale a rencontré une délégation du secrétariat général des Nations Unies. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette édition. Je vous souhaite la bienvenue. Le monde célèbre aujourd'hui le 1er mai, fête du travail. Au Mali, l'UNTM, fidèle à ses traditions, a procédé au défilé de ses 13 syndicats nationaux affiliés. C'était ce matin sur le boulevard de l'Indépendance. L'Union place cette journée sous le thème de la paix et de la réconciliation nationale. Dans son discours, le secrétaire général de l'UNTM a annoncé que le bureau exécutif déposera un cahier de doléances sur la table du gouvernement. C'est ce que nous signale Mohamed Diarra. Des milliers de travailleurs affiliés à l'UNTM ensemble pour perpétuer le combat des ouvriers de Chicago. Un combat dont l'objectif était d'obtenir un régime de 8 heures de travail par jour, 8 heures de détente et 8 heures de repos. Après plus d'un siècle, la lutte ne semble pas totalement gagnée, surtout en Afrique. Dans les mines, nos compatriotes sont soumis à 10 heures, voire 12 heures d'activité au fond des mines, sans équipement de protection, sans droit syndical véritable et finalement sans salaire conséquent, compensant d'énormes dépenses physiques et intellectuelles. L'État, les bureaux de placement privés doivent imposer aux sociétés étrangères le respect de la dignité humaine en chaque travailleur malien. C'est donc une famille de l'UNTM unie qui célèbre la fête du travail sous le thème paix et réconciliation nationale. À l'UNTM, le seul combat qui vaille est celui de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. C'est le lieu de signaler que notre protocole du 2 octobre 2011 souffre dans sa mise en œuvre et nous invitons les gouvernements et les patronats à lui donner une suite pour son extinction. Aussi, dans les jours à venir, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali se propose de déposer un cahier de doléances qui se veut correctif des torts causés aux producteurs des ressources et qui s'articule autour de la révision de la valeur indiciaire, l'augmentation du SMIC, la baisse de l'ITS pour les salaires du secteur privé et public, l'augmentation des allocations familiales, la relecture de la loi de la décentralisation, la ratification des conventions 102 et 122, la création d'une école nationale des mines, la vie chère. Des doléances qui ont eu un écho favorable auprès du gouvernement. On a écouté avec beaucoup d'attention les doléances de l'UNTM. Nous sommes un gouvernement de dialogue. Nous allons examiner donc ces doléances avec beaucoup d'attention et bien entendu réagir dans la mesure des moyens dont nous disposons en tant qu'État. Le clou des festivités de ce 1er mai a été le défilé des militants des 13 syndicats nationaux affiliés à l'UNTM. Chacun avait un message à passer. Le tout se résume à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, à travers notamment l'adoption des tests législatifs pour certaines corporations. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, elle a célébré l'événement à travers une conférence débat sur l'emploi et la justice sociale. Une occasion pour la centrale syndicale d'inviter le gouvernement à plus d'engagement pour une amélioration des conditions de vie des travailleurs du Mali, gage de tout développement. Son secrétaire général a insisté sur le respect des droits et des libertés syndicales. Brahma Traoré.
Il y a 128 ans que des centaines de femmes et d'hommes se sont battus, disons se sont sacrifiés pour obtenir la journée de travail de 8 heures. C'était un certain 1886 à Chicago aux États-Unis d'Amérique. Ce 1er mai 2014, le monde commémore donc cette journée historique. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali fête l'événement autrement. À la place du traditionnel défilé, les militants de la CST mènent une réflexion sur l'emploi et la justice sociale. Nous avons conscience, monsieur les membres du gouvernement, que tout est à reconstruire. Mais la reconstruction doit s'opérer sur des piliers fondamentaux de la cohésion sociale, que sont le respect des droits, des libertés et de justice sociale, socle d'un développement humain durable. C'est sur la base de la réalisation de ces chantiers que la Confédération syndicale des travailleurs du Mali s'engagera auprès de vous. Auprès du gouvernement pour s'attaquer aux racines de la double crise politico-sécuritaire, le secrétaire général de la CSTM cite notamment la pauvreté et le non-respect des libertés, surtout syndicales, des préoccupations parmi tant d'autres. Au plan de l'emploi, nous avons assisté à des fermetures d'entreprises, des chantiers ces 2 dernières années, dans les secteurs du bâtiment, de l'hôtellerie. Fermeture due certes à la crise vécue d'une part, mais surtout à des licenciements massifs dans les entreprises minières et dans les services publics d'autre part. Au nom du gouvernement, le ministre Amadou Konaté a salué les travailleurs maliens qui ont été au cœur de tous les combats du pays, pour qui les nouvelles autorités nationales ont souci de la création d'emplois. 200 000 sont prévus d'ici la fin du premier quinquennat du président de la République, a-t-il souligné. Nous avons, autant que vous, souci d'aller vite. Nous avons souci d'aller bien. Nous avons souci d'aller dans un sens de résolution effective des questions. Votre propos, vos inquiétudes sont légitimes. Auparavant, le secrétaire général de la CSTM avait fait observer une minute de silence en mémoire des travailleurs disparus et de tous les Maliens tombés sous le champ de l'honneur pour la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Syndicalisme, développement, démocratie, c'était le thème développé par la Confédération malienne pour le travail, 3e centrale syndicale du pays, un thème qui vient à propos pour mieux parler du vécu quotidien des syndicalistes. Son secrétaire général a mis l'accent sur le respect des droits des travailleurs. C'était au cours d'une conférence de presse en présence de Al-Husseini Touré. La Confédération malienne du travail n'a pas battu le pavé. Elle n'a pas non plus tenu un meeting populaire en cette matinée du 1er mai. La nouvelle centrale a choisi de mettre un nom sur les mots qui minent le monde du travail. Précarisation des emplois, compromission des acquis, exploitation sauvage de la force du travail, licenciement arbitraire, chômage et sous-emploi, telles sont, entre autres, les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs. Ces mots ont pour origine la libéralisation et la mondialisation. Le problème de notre siège, c'est-à-dire le siège de la Confédération malienne du travail. Nous sommes logés à un immeuble en face de la place de l'UMS, dans un petit local. Et contrairement à nos camarades d'autres centrales, nous ne bénéficions pas de l'appui du gouvernement. Le conférencier du jour, Ahmed Sidibé, a fait le tour de la question du syndicalisme, de ses origines à nos jours. Selon lui, travailleurs et employeurs ont des intérêts intimement liés. Cette interdépendance oblige ces différentes entités à négocier et à parvenir à un terrain d'entente. On vous l'annonçait hier, la 6e édition de la semaine sénégalo-malienne a donné son top départ sous la présidence du chef du gouvernement, Moussa Mara. Plus de 10 nationalités prennent part à ce rendez-vous du partage d'expériences et de culture. Cette édition ambitionne surtout de contribuer à la promotion de la filière habillement et d'encourager la consommation locale. Youssouf Diakité, reportage. Le ruban symbolique est coupé et c'est parti pour la 6e édition de la semaine sénégalo-malienne de l'habillement. L'objectif est connu, promouvoir la filière à travers une synergie d'action État-État bien installée. En nous réunissant pour la 6e édition intermalienne, les artisans visent également une meilleure connaissance des produits de la filière textile-habillement qui occupe une place importante dans nos économies. Au Mali, l'artisanat occupe
occupe plus de 40% de la population active. Et au Sénégal, on ne dira pas le contraire. D'après le dernier recensement de la population artisanale effectué par le gouvernement du Sénégal, la couture-confection et le textile figurent en bonne place parmi les créneaux porteurs en termes d'exportation, aussi bien sur le continent qu'en Europe et aux États-Unis. Depuis 2004, artisans maliens et sénégalais proposent des produits et se rencontrent autour des problématiques de promotion et de développement de l'artisanat. L'impact de la semaine sénégalo-malienne de l'habillement n'est plus à démontrer en termes de retombées économiques et de resserrement des liens de fraternité et d'amitié. Au regard de l'apport de l'artisanat au développement du pays, le Premier ministre s'engage à porter le secteur au niveau du compétiteur international. C'est d'abord de considérer ce secteur comme un élément majeur de création de richesses et de soutien à notre économie. Dès qu'on accorde cette considération, je pense qu'on doit mettre les moyens qu'il faut pour que les artisans s'organisent mieux, se professionnalisent davantage et davantage d'occasions pour montrer leur savoir-faire. Donc il y ait des marchés artisanaux un peu partout dans notre pays et que donc les occasions pour qu'ils puissent vendre leur savoir-faire à l'extérieur du pays aussi, on puisse les multiplier. Une quinzaine de nationalités prennent part à cette 6e édition de la Semaine sénégalo-malienne de l'habillement. Un mot de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cette DPG de Moussa Mara suscite toujours des réactions de part et d'autre. Pour la société civile, le document reflète les préoccupations de la population. Toutefois, elle regrette ne pas avoir été consultée avant sa présentation. Mohamed Diarra a rencontré quelques acteurs de la société civile. Reportage. De façon générale, la déclaration de politique générale du Premier ministre est qualifiée de réaliste par la société civile. Un document qui embrasse, selon le président du Conseil national de la société civile, tous les secteurs du développement. De la sécurité à la justice, en passant par l'accès des populations aux services sociaux de base. Tout est ressorti dans ce document. L'objectif du gouvernement est de satisfaire les besoins de chaque pan de la société malienne. Pour ce faire, il faut l'homme à la place qu'il faut pour éviter les erreurs du passé, avertit Bourema Alain Touré. En ce qui concerne la relance économique et la révalorisation salariale, le président du Conseil a son opinion. Ce n'est pas impossible de revaloriser les salaires. Mais encore faudrait-il que nous travaillions très dur. Très dur. Et si on minimise la corruption, nous allons faire tellement d'économies qu'on pourra vraiment réaliser beaucoup de choses. Et Bourema Alain Touré de saluer l'instauration du cadre de concertation entre le gouvernement et la société civile. Toutefois, la société civile regrette le fait qu'elle n'ait pas été consultée avant la déclaration de politique générale du Premier ministre, ce qui ne l'empêchera pas de s'impliquer pour la mise en œuvre efficace et efficiente de ce projet. Nous sommes des acteurs prêts à travailler avec notre gouvernement en toute honnêteté, en toute sincérité. Paix et sécurité, c'est aussi le vœu de la jeunesse. Une jeunesse dont les aspirations ont été prises en compte dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Il s'agit de lutter contre le chômage des jeunes avec la création des milliers d'emplois et la construction des infrastructures pour l'épanouissement de la jeunesse. J'ai été très attentif aussi et très honoré de toutes les actions que le Premier ministre propose de mettre en œuvre dans sa déclaration de politique générale, des actions qui touchent à la promotion de la jeunesse, en passant par le renforcement des organisations de jeunesse, la création des maisons de jeunes. Un accent aussi très particulier a été mis sur la promotion de la citoyenneté, de manière à ce qu'un nouveau type de citoyen puisse émerger. Donc je crois que c'est des attentes sur lesquelles on attendait le Premier ministre. Et maintenant, nous serons aussi attentifs sur comment cette déclaration de politique générale va se décliner en action de façon concrète sur le terrain. Elle constitue plus de 16% de la population malienne. Elles se sentent parfois marginalisées. Il s'agit des personnes handicapées. Aujourd'hui, l'espoir renaît pour cette couche défavorisée. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre envisage la mise en œuvre des principales recommandations de la plateforme de proposition du réseau Handi Action Développement et Perspective. Et cela dans la mesure du possible. Déjà, nous disons que la plateforme, le fait même qu'il l'intègre dans la
DPG, ça veut dire que ça a été exécuté à 70% déjà. En favorisant un environnement législatif, c'est tout ce que les personnes handicapées demandent. Tout se retrouve là-dedans. À la CAFO, l'on fait une haute lecture de la politique générale du gouvernement. En ce qui concerne les femmes, je n'aimerais pas seulement parler de femmes, c'est des citoyennes. Ils ont annoncé des mesures pour tous les citoyens, ce que nous apprécions. Mais ce que nous avons déploré, c'est que la volonté politique de corriger n'apparaît pas. Ce qui a été dit pour la promotion de la femme, c'est des programmes de développement destinés aux femmes, appuyés par des partenaires. Dans sa déclaration, il a parlé aussi de l'avancée politique des femmes en prenant des mesures par rapport aux postes électifs. Je pense pour un gouvernement qui a une volonté politique, c'est le nominal. Pour rappeler la vocation de cette plateforme, une plateforme qui regroupe plusieurs pays. Au moment où cette plateforme a été créée, c'était de mettre en place une structure qui puisse assurer la pérennité de la mobilisation autour du Sahel. La priorité doit toujours être accordée au Sahel et cette plateforme a vocation de garder l'attention et la mobilisation de la communauté internationale, le soutien financier et politique à la région. Donc cette plateforme a une grande responsabilité et aussi de coordonner les différentes initiatives. Il y a plein d'initiatives, plein de bonne volonté pour soutenir le Sahel, mais cette plateforme aura pour fonction d'essayer de coordonner toutes ces bonnes initiatives. Une des missions assignées à cette plateforme, c'est de mobiliser le leadership de chaque pays afin de travailler ensemble. Un tout autre chapitre, la présidente de la Commission de l'Union africaine apporte son soutien aux victimes des inondations de la commune 1. Plus de 20 millions de francs CFA, c'est le montant remis au maire de la commune 1 ce matin dans les locaux de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Alpha Maïga, compte rendu. Ce geste est un signe de solidarité. La présidente de la Commission de l'Union africaine l'avait promis. Ainsi, au cours de cette cérémonie, son engagement est ainsi honoré dans les locaux de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, MISAHEL. La présidente de la Commission de l'Union africaine a promis cet an dont 23 millions de francs CFA a versé au compte à travers laquelle les populations ont été secourues. Ces fonds qui sont destinés aux victimes des sinistrés, des inondations du 28 août 2013 seront vraiment utilisés à bon escient. Comme disent un adage chez nous, c'est la consécration de la promesse tenue. Et en Bambara, on dit Ayafo, Ayake. Elle l'a dit, elle a fait. C'est bientôt l'hivernage. Rappelons que le sinistre de la commune 1 du district de Bamako est arrivé le mois d'août de l'année dernière. En parlant toujours d'inondation, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat prend son bâton de pèlerin en rencontrant les leaders religieux et coutumiers de la commune 4. Mahamadou Diarra veut les sensibiliser sur la libération des domaines publics pour éviter d'éventuels drames. Pour rappel, leur occupation est l'une des causes des inondations de l'année dernière qui a fait de nombreux dégâts. Al-Joumatina nous en parle. L'année dernière, l'inondation a causé d'énormes dégâts, dont des pertes en vie humaine dans certains quartiers du district de Bamako. Pour parer à d'éventuels désastres à quelques semaines de l'hivernage, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a rencontré les leaders religieux et coutumiers de la commune 4. La rencontre visait à informer les populations, particulièrement les leaders de la commune 4 de Bamako, sur les mesures envisagées dans le cadre de la désoccupation des servitudes des cours d'eau non flottables du district de Bamako. La rencontre nous a permis d'échanger avec les populations sur le plan de match qui est mis en place et éventuellement sur les perspectives et les difficultés que cela pouvait entraîner. La libération des domaines publics, notamment les alentours des cours d'eau, des mares s'avère nécessaire. C'est ainsi que les plus hautes autorités viennent d'adopter un certain nombre de mesures. Le gouvernement, lors du précédent Conseil des ministres, a adopté une série de mesures. On peut citer la libération des servitudes, c'est-à-dire le lit des cours d'eau,
mais aussi les berges des cours d'eau dans les limites prévues par la loi, qui font l'objet d'occupations illicites, même si dans certains cas les titulaires ont des titres. L'application de cette mesure sera sans ambiguïté, à moins que le gouvernement décide de revenir dessus. Mais pour notre part, nous prenons nos responsabilités et nous les assumerons devant le peuple malien. Avant de passer à l'acte au mois de juin, le gouvernement entend d'abord sensibiliser les occupants à compter de ce lundi jusqu'à la fin du mois de mai. Fin des travaux de la 7e Assemblée générale du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Plus de 250 participants venus de 8 pays africains prenaient part à la rencontre. Plusieurs sujets relatifs au développement des compétences et au service de l'emploi ont été débattus et plus d'une soixantaine de recommandations formulées. Abraman Maïga, les détails. Mettre en place des cadres de concertation impliquant tous les acteurs engagés dans la promotion de l'emploi, instaurer le pacte agricole dans chaque pays et former des ressources humaines spécialisées dans l'insertion des jeunes. Telles sont quelques-unes des recommandations issues de cette rencontre de 3 jours. Une rencontre qui a permis aux participants venus de 8 pays membres du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle de traiter divers aspects relatifs au développement des compétences au service de l'emploi. Aujourd'hui, dans nos États, nous avons un défi commun qui est le défi de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Et nous pensons que la formation professionnelle constitue un levier important pour faire face à cette problématique. À la qualité des interventions, à la qualité des recommandations, nous pensons que cet atelier est une réussite et vraiment ça comble nos attentes. Mais maintenant, il ne reste qu'à mettre en œuvre les recommandations qui ont été prises. Cette rencontre de Bamako a également permis aux experts de suivre des présentations sur un certain nombre de thèmes, notamment le secteur agricole et l'insertion professionnelle, le secteur artisanal et l'insertion professionnelle et le secteur structuré et l'emploi actif. J'ose espérer que ces échanges contribueront à inspirer les institutions et fonds dans leurs interventions futures. Ainsi, ils contribueront davantage à l'essor économique de nos pays à travers des approches de développement des compétences plus innovantes et mieux appropriées pour la mise au travail du plus grand nombre de jeunes. En attendant la 8e Assemblée générale prévue à Conakry, les pays membres du RAFPRO se sont engagés à travers une déclaration dite de Bamako, entre autres à rendre accessibles les mécanismes de financement, de renforcer la formation par apprentissage de type dual et d'identifier des créneaux générateurs d'emplois dans tous les corps de métier. Lancement du programme Filets sociaux Djigui-Semeiri. Ce programme de l'arbre de l'espoir est destiné aux ménages les plus démunis du pays. Ibrahima Tchoukari, compte rendu. La lutte contre la pauvreté fait partie des priorités du gouvernement. C'est pourquoi les autorités, en partenariat avec l'Association internationale du développement IDA, ont initié le programme Filets sociaux Djigui-Semeiri qui va couvrir pendant 3 ans les 8 régions et le district de Bamako. 62 000 ménages les plus pauvres recevront chaque trimestre 30 000 francs CFA pendant 3 ans, des fonds non remboursables. J'ai eu le plaisir d'apprendre il y a quelques jours que les premiers transferts d'un montant de 30 000 francs avaient été versés début février 2014 à 5 000 ménages. Ça, c'est du concret. Pourquoi cela me fait plaisir? C'est qu'au niveau de la banque, nous avons pris la décision, depuis déjà l'année 2013, de concentrer nos interventions sur l'éradication de la pauvreté extrême. À terme, environ 400 000 personnes bénéficieront de ce type d'intervention, soit 30% des couches les plus pauvres de la population. Des mesures d'accompagnement seront mises en place pour aider ces ménages à sortir de la pauvreté. L'objectif de développement du programme des filets sociaux Djigui-Semeiri est de mettre en place des transferts monétaires ciblés aux ménages les plus pauvres souffrant d'insécurité alimentaire et d'établir les piliers d'un système national de filets sociaux au Mali. Le programme des filets sociaux Djigui-Semeiri est financé par la Banque mondiale pour un montant de 70 millions de dollars US, soit environ 35 milliards de nos francs. L'orientation du projet qui vient d'être lancé est assurée par un comité de pilotage et il est géré par une unité technique rattachée au ministère de l'économie et des finances.
Parlons maintenant du panier de la ménagère. Les prix n'ont pas beaucoup évolué. Les stocks disponibles sur le territoire en riz, sucre, lait en poudre, farine et l'huile alimentaire sont largement supérieurs au seuil d'alerte. Voyons à présent ce bulletin produit par le ministère du Commerce sur les stocks et les prix des produits de première nécessité de la période du 21 au 27 avril 2014. Un commentaire signé Mohamed Ould Mamouni. Stock sur le territoire national. Le riz, 82 971 tonnes. Sucre, 67 284 tonnes. Lait en poudre, 2837 tonnes, farine de blé, 5835 tonnes, huile alimentaire, 17 241 tonnes. Les stocks disponibles sur le territoire couvrent 35 jours de consommation pour le riz, 145 jours pour le sucre, 37 jours pour le lait en poudre, 50 jours pour la farine de blé et 61 jours pour l'huile alimentaire. Ils restent largement supérieurs au seuil d'alerte respectif. Les prix moyens observés sur les produits de première nécessité dans les capitales régionales et le district de Bamako, pour le riz, caille, 425 francs CFA le kilo, Koulikoro, 350 francs CFA le kilo, Sikasso, 338 francs le kilo, Ségou, 300 francs CFA le kilo, Mopti, 338 francs le kilo, Tombouctou, 228 francs pour le kilo, Gao, 388 francs le kilo, district de Bamako, 363 francs CFA le kilo. Pour le sucre, Caille, 500 francs CFA le kilo, Koulikoro, 450 francs CFA le kilo, Sikasso, 475 francs CFA le kilo, Ségou, 443 francs CFA le kilo, Mopti, 450 francs CFA le kilo, Tombouctou, 450 francs CFA le kilo, Gao, 500 francs CFA le kilo, district de Bamako, 467 francs le kilo. Pour le lait en poudre, Caille, 2866 francs le kilo, Koulikoro, 2700 francs CFA le kilo, Sikasso, 2800 francs CFA le kilo, Ségou, 2817 francs CFA le kilo, Mopti, 2700 francs CFA le kilo, Tombouctou, 3800 francs CFA le kilo, Gao, 3600 francs CFA le kilo, district de Bamako, 2842 francs CFA le kilo. Farine de blé, Caille, 500 francs CFA le kilo, Koulikoro, 450 francs CFA le kilo, Sikasso, 450 francs CFA le kilo, Ségou, 433 francs CFA le kilo, Mopti, 400 francs CFA le kilo, Tombouctou, 300 francs CFA le kilo, Gao, 250 francs CFA le kilo, district de Bamako, 433 francs CFA le kilo. Huile alimentaire, Caille, 900 francs CFA le litre, Koulikoro, 900 francs CFA le litre, Sikasso, 720 francs CFA le litre, Ségou, 717 francs CFA le litre, Mopti, 658 francs CFA le litre, Tombouctou, 900 francs CFA le litre, Gao, 800 francs CFA le litre, district de Bamako, 792 francs CFA le litre. Les prix à la consommation des produits de première nécessité sont restés stables cette semaine. Ils restent inférieurs en moyenne à leur niveau de l'année dernière à la même période. À retrouver désormais chaque jeudi un bulletin d'information sur les stocks et les prix des produits de première nécessité après le journal. Et vous aurez la version en langue bamananka de ce bulletin hebdomadaire des prix de denrées alimentaires après la météo ce soir. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, a l'honneur d'informer la communauté musulmane que le mois lunaire Rajaba Kalo a débuté au Mali ce jeudi 1er mai 2014. Direction à présent les collines de Samaya, à quelques kilomètres du quartier de Sébenikoro. Je vous invite à suivre les exercices de combat organisés par la direction du sport militaire en faveur des militaires. Au programme, la mission d'éclairage et de reconnaissance dans les endroits suspects pouvant abriter un ennemi. Adama Koulibaly, Goda Sopi nous amène découvrir les techniques de la guerre. Des lieux difficiles, rarement fréquentés par le grand public, sont souvent mis à profit par l'ennemi en temps de guerre. Parmi ces lieux appelés lieux suspects par les militaires figurent les collines et les lieux fortement boisés.
Et les militaires ont le devoir de faire la reconnaissance de ces endroits pour la quiétude des populations. C'est sous cet angle que la direction du sport militaire a organisé ces exercices pour initier les militaires à la guerre dans ces lieux difficiles qui demandent des techniques de combat bien appropriées. On a besoin de 3 éléments. L'élément d'appui, l'élément d'assaut et de destruction et l'élément de couverture. C'est ce que vous venez de voir. Si le mouvement des militaires sur le terrain est placé sous la responsabilité d'un lieutenant, ce dernier doit rendre compte à un commandant qui coordonne les mouvements. Donc dans l'enchaînement du combat tactique, vous avez vu qu'il y a eu d'abord une progression pour éclairer la marche de la troupe vers le point. Donc au cours de la progression, nous avons eu un point suspect qu'on a reconnu. Et après, on a trouvé qu'il n'y a rien. Donc après tout ça, on va maintenant progresser en profondeur. Donc dans cette progression, si l'ennemi se manifeste et que cette résistance est à notre portée, nous la réduisons, ce qui s'appelle réduction d'une résistance légère. Au programme de cette formation, différentes phases d'exercice sont prévues. Parmi ces phases, les mouvements de reconnaissance de terrain, la recherche de points suspects, les embuscades et les réactions aux embuscades, le système de guérilla et la réduction de résistance isolée. Des exercices au cours desquels les conditions de détention d'un prisonnier de guerre ont été largement expliquées aux apprenants. C'est un militaire. Il nous a tout dit et on l'a pris. Mais dans le DS, on ne doit pas lui frapper ni lui torturer. Il a droit à manger, à boire, à dormir. S'il est blessé, on doit lui soigner. Ça fait partie du droit du DS. Il est blessé, on va lui soigner. L'équipe médicale est là. Tout de suite, il sera soigné. La bonne formation des militaires maliens est un souci des responsables de l'armée. C'est le lieu ici de remercier le commandement, le ministre de la Défense ainsi que le chef d'état-major général. Puisque depuis le début de ces formations classiques, nous avons reçu instruction de bien les former et en conséquence, le commandement a mis à nos côtés tous les moyens possibles. C'est pour qu'on puisse monter de tels exercices en brousse pendant 3 jours de façon autonome sans demander encore au commandement de nous mettre des moyens à notre disposition. D'autres formations sont prévues bientôt. Les jeunes de Kidal s'engagent dans le volontariat. C'est dans le cadre du programme d'intervention d'urgence en faveur des régions nord de notre pays. Ce programme de 90 jours est une initiative du gouvernement pour accroître les revenus des jeunes du Nord à travers des travaux d'intérêt général. De Kidal, le reportage de Fousseini Tunkara. Le programme d'intervention d'urgence en faveur des régions du Nord est une initiative du gouvernement à travers le ministère en charge de la reconstruction du Nord en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne. Dans ce programme, un volet est consacré à la jeunesse dont la mise en œuvre est assurée par le Centre national pour le volontariat au Mali. Après l'étape de Gao, Tombouctou et de Douanzan, voilà 100 jeunes volontaires de la région de Kidal mobilisés pour renforcer leurs capacités en matière de volontariat, la citoyenneté et la décentralisation. La maîtrise de ces points est indispensable pour un volontaire. Et aujourd'hui, la formation qui réunit 100 volontaires dans le domaine de la santé et de l'éducation, en fait, sera le tremplin pour eux, afin de pouvoir être mieux outillés dans des thématiques liées à la citoyenneté et le civisme, la décentralisation, le module lié à la gouvernance locale. Ils seront également formés dans certaines thématiques liées à leur profil. Donc c'est une initiative du gouvernement du Mali, dans le cadre du programme d'intervention d'urgence. Les 100 jeunes ainsi outillés seront répartis entre les structures sanitaires et scolaires de la région. Cela pour une durée de 3 mois. Déjà, ils bénéficient du soutien total des autorités régionales. C'est donc le lieu de réitérer à ce groupe de jeunes qui a eu la chance de bénéficier de cette opportunité d'être attentif et relever le défi qui l'attend à leur lieu d'affectation et surtout d'être un exemple de réussite pour leurs futurs prédécesseurs. Selon le directeur général du Centre national pour le volontariat au Mali, une équipe de supervision séjournera bientôt à Kidal pour constater l'évolution de ces jeunes volontaires sur le terrain. 36e session du conseil d'administration de l'hôpital Gabriel Touré, une session dite budgétaire qui devra soumettre à la tutelle pour adoption les activités programmées pour 2014 et leur budget. Jessira Damélé nous fait le point.
En plus du rapport d'activité 2013, les administrateurs ont adopté le projet de budget pour l'exercice 2014 qui s'élève à un peu plus de 4,9 milliards. Dans le document, l'hôpital Gabriel Touré prévoit de faire face à ses missions traditionnelles de prise en charge des malades, de formation continue et de recherche médicale. Les investissements se concentreront sur les priorités que constitue la mise à niveau des services d'accueil des urgences adultes, des urgences pédiatriques et gynécologiques. La commission médicale d'établissement a mis un accent particulier sur la mise à niveau de ces 3 services. Parce que si les urgences sont prises en charge de façon convenable, tout ce qui se fait après les urgences devient plus facile. Depuis avril 2013, l'hôpital Gabriel Touré n'avait pas tenu de conseil d'administration et un bras de fer avait opposé l'administration au personnel. À l'ouverture des travaux, le président du conseil d'administration a invité les 2 parties à œuvrer pour une accalmie au sein de la structure. Ça fait mal de faire partie d'un groupe dans un hôpital où chaque jour tu rencontres des responsables, tu rencontres des usagers, mais qui ne te parlent que du mal de cet hôpital. Et quand on sait tout l'effort fourni par les uns et les autres au niveau des différents services et les différents responsables qui sont là, je pense qu'il est temps qu'on prenne vraiment conscience que cet hôpital mérite autre chose que l'image qu'on lui donne. Optimisme du côté de la direction où on estime qu'on peut bien relever le défi. Nous avons déjà amorcé l'instauration de ce climat favorable par une série de contacts avec les représentants du personnel. Le document adopté sera acheminé au ministère de tutelle et au ministère des Finances pour approbation avant de connaître un début d'exécution. La nuit des investisseurs, c'est pour bientôt, une nuit qui se donne pour objectif de nouer des partenariats en homme d'affaires pour le développement des entreprises. Adama Koulibaly, les détails. Nuit des investisseurs est un événement qui est initié par l'agence de communication KS Identity. Une agence qui a pour vocation de dynamiser les entreprises en tissant des liens de partenariat entre les structures de développement économique. Cette agence est en organisation pour une soirée qui va regrouper des représentants d'entreprises au cours d'une soirée appelée Nuit des investisseurs prévue dans 2 mois. Raison d'organiser une conférence avec les hommes de la presse pour une sensibilisation du grand public sur l'importance de la rencontre de ces investisseurs maliens. Et tout le monde connaît le rôle des médias. Donc je pense que si vous arrivez à... Voilà, je sais que vous avez saisi déjà le concept et vous pouvez bien l'exploiter et nous sortir de très bons textes afin que les entreprises donc, soient convaincues. C'est vraiment une aubaine pour un chef d'entreprise que d'être sponsor de cet événement-là parce que du coup, il a la possibilité d'avoir en un même lieu des chefs d'entreprise qu'on a du mal parfois à rencontrer. Les questions des journalistes ont porté sur les raisons de la création de cette agence et les conditions de participation des entreprises invitées à cette soirée prévue le 7 juin prochain. Partons à Caille où a pris fin à la 6e édition du festival Kasso Nyasso. Cette 6e édition a été un moment de dialogue et de rencontre des cultures kassonké, les temps forts de la cérémonie de clôture avec Mahamadou Alioubari. 2 jours durant, cette manifestation culturelle dénommée Kasso Nyago a donné l'occasion aux festivaliers de revisiter la culture du Kasso à travers les femmes et les hommes venus de différents horizons du Kasso profond. Ces journées culturelles ont été un espace de rencontre et d'échange de pratiques culturelles qui symbolisent l'amour, la paix et la joie entre les différents groupes kassonké. L'événement en tout cas a été une réussite, d'autant plus que vraiment le nombre croissant des participants que nous avons vus prouve à suffisance quand même que les gens ont tiré un certain profit vraiment de l'organisation vraiment de cet espace culturel. Ce festival du Kasso Nyago a permis à la population de Caille de vibrer au rythme du folklore tiré uniquement des tiroirs kassonké. Cette culture, il faut le dire, fait partie de cette mosaïque culturelle que le Mali. Donc c'est la magnificence de la diversité culturelle. Si j'ai un appel, c'est demander aux promoteurs d'être persévérants et aussi à ceux
celles qui ont vécu ce festival, de se dire que la culture est un pan important pour nous. Des prestations d'artistes et des troupes venues pour la circonstance et les Momo Djombo de Makadingue ont marqué la fin de cette 6e édition du festival Kasso Nyako dans la cité des Rails. Toujours en culture, c'est demain que Habib Koité présentera son nouvel album intitulé So ou Chez Soi en français. Ce sera au cours d'un concert dédicace sur l'esplanade du Centre international de conférences de Bamako. L'annonce a été faite par l'artiste lors d'une conférence de presse. Pour plus de précisions, écoutons Habib Koité. Il est au micro de Modibo Souari. J'ai donné le nom So, qui est un mot bambara que j'ai donné à mon album parce que cet album a été fait à la maison, ça a été fait à Bamako ici. Les musiciens qui ont participé sont de Bamako, les générations sont de Bamako, et aussi beaucoup de chansons ont été pensées dans mon chant ici à Bamako et puis à la maison. Et puis l'autre raison, c'est que aussi j'ai fait les chansons pendant les périodes de crise où on ne faisait pas de musique sur tout le territoire. Les musiciens n'avaient pas le droit de faire de la musique. Et puis, donc c'était des moments un peu quand même mélancoliques, presque tristes quand on ne peut pas faire sa passion comme la musique ou quand on ne peut pas faire plaisir à ses fans. Et aussi quand on pense que son pays est dans une situation critique, c'est des moments difficiles qui nous amènent à des réflexions. L'album a 11 titres avec un titre instrumental et les autres sont chantés. Il y a un titre solo avec guitare et voix seulement. Et les autres titres sont full band avec beaucoup d'instruments. Cet album, ça parle de quoi en réalité? La plupart des titres parlent de paix, d'entente, de rencontre, de tolérance. Alors la soirée dédicace de l'album So se passe au CICB, l'ancien palais de congrès. Comme il fait chaud maintenant, on l'a fait dehors pour que tout le monde soit à l'aise, en plein air. Et à partir de 21h, vous savez que la température commence à baisser, il y a une petite brise qui va souffler du fleuve. Donc c'est pour qu'on soit tous à l'aise et écouter de la bonne musique. Parce que moi, je vais jouer les nouveaux morceaux pour les fans qui réclament un nouvel album depuis longtemps, ça fait 7 ans. Donc je vais jouer des nouveaux morceaux pour eux, je vais jouer quelques anciens et aussi mes invités seront là aussi avec tout leur staff. Babani Kone, il y a Soumis qui va venir aussi avec tout son staff. Il y a mon fils Mbouye Kouate. Ma soeur Soumi aussi va être avec nous. On va être en plein air, on va s'amuser tranquillement, juste une soirée. Et à partir de là, l'album va être sur le marché. Voilà, le retour de Habib demain, 21h, sur l'esplanade du Centre international de conférences de Bamako. C'est rendez-vous à noter avant de boucler cette édition juste après moi. Vous pourrez suivre l'intégralité du magazine sur le mouvement syndical malien d'hier à aujourd'hui. Une réalisation de Fanta Sankaré suivra également un entretien spécial réalisé par Moussa Arimaïga à Tombouctou avec l'imam de la grande mosquée de Djingaréber, Abdourahman Ben Essaouti, sur le thème de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble en région de Tombouctou. Le JT de formation, c'est avec Rachel Tessougué, à suivre aussi sur le RTM. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à notre compagnie. Bonsoir à tous et grand merci à vous qui nous suivez depuis l'Angola. Bonsoir.